L'Assemblée régionale corse, encore une fois à la recherche d'une majorité. L'élection d'hier accentue la poussée des extrêmes avec le succès du Front National et des indépendantistes. Crédit moins cher pour les particuliers et les entreprises. Le ministre de l'Économie et des Finances confirme par ailleurs la baisse des taux des livrets d'épargne. L'Irlande du Nord à vif après les graves incidents d'hier à Belfast. Manifestation républicaine ce soir en hommage au jeune homme tué hier par la police. Les Jeux Olympiques à Los Angeles, c'est fini. Rendez-vous dans 4 ans à Séoul. Palmarès rutilant pour les États-Unis et la Roumanie en l'absence des autres pays de l'Est. Madame, monsieur, bonsoir. Fini les prouesses, les drames, les émotions, les litiges, les frissons, les exclamations et aussi les nuits blanches sur Antenne 2. La grande fête olympique de Los Angeles est terminée ce matin à l'aube pour nous, hier soir, pour les athlètes et les spectateurs réunis une dernière fois au Coliseum de Los Angeles. Selon la tradition, c'est le marathon masculin qui a mis fin aux épreuves et c'est le drapeau portugais qui a ainsi flotté enfin sous le vent de Los Angeles. C'est un Portugais, Carlos Lopez, qui a remporté la dernière médaille d'or des Jeux de Los Angeles, celle du marathon. Une course dominée par Lopez au 36e kilomètre. Le Portugais, accompagné de l'Irlandais Tracy et du Britannique Spedding, lâche le reste du peloton qui compte notamment l'Américain Salazar et l'Australien De Castella, champion du monde de la spécialité. À l'arrivée, Carlos Lopez l'emporte avec 35 secondes d'avance sur Tracy et 37 sur Spedding. Les dernières médailles ont été distribuées et la cérémonie de clôture peut donc commencer. 92 000 personnes au Coliseum pour une cérémonie beaucoup moins solennelle qu'il y a 15 jours, comme le prouve le défilé de la délégation française. Les symboles sont tout de même présents. Le drapeau olympique est transmis de Tom Bradley, maire de Los Angeles, à Bo Yoon-young, maire de Séoul, lieu des Jeux de 1988. La flamme olympique s'éteint, les Jeux de Los Angeles sont terminés. Le spectacle peut alors commencer. Des milliers de lampes allumées par des spectateurs eux-mêmes, une soucoupe volante et surtout un extraterrestre qui célèbre les vertus de l'idéal olympique. Enfin, un récital de Lionel Richie avec 200 smurfers de Los Angeles. Les Jeux de la 23e Olympiade se sont achevés comme ils avaient commencé, sous le signe d'Hollywood. Les prochains Jeux Olympiques auront donc lieu dans 4 ans à Séoul, en Corée du Sud. Nous reviendrons tout à l'heure sur le bilan de Los Angeles. Baisse d'1 point des taux des livrets d'épargne, crédit moins cher pour les particuliers, les collectivités locales et les entreprises. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Pierre Bérégovoy, a rendu public tout à l'heure une série de mesures qui prendront effet à partir de jeudi prochain. Jean-Claude Renaud. Premier volet, la hausse des prix s'étant ralentie de 2 points en un an, le gouvernement décide de baisser de 1 point les taux qui rémunèrent l'épargne liquide, et cela à partir du 16 août. Par exemple, le taux du livret d'épargne populaire, le livret rose, passe de 8,5% à 7,5%. Le taux du livret A des caisses d'épargne et du livret bleu du Crédit Mutuel passe de 7,5% à 6,5%. Le taux du Codévi passe également de 7,5% à 6,5%. Enfin, le taux des autres livrets d'épargne, le taux des bons du Trésor et celui des bons du Crédit Agricole baisse également de 1 point. C'est le premier volet. Par rapport à l'inflation, l'épargne liquide reste bien rémunérée, mais un peu en dessous de l'indice des prix, sauf pour le livret rose, qui reste indexé. Deuxième volet, qui est une sorte de contrepartie, le gouvernement réduit aussi le taux de certains prêts consentis aux particuliers et aux entreprises. Pour les particuliers, c'est l'accession au logement qui sera moins cher. Le taux des prêts liés au plan d'épargne logement passe de 8 à 7%. Le taux des prêts locatifs aidés passe de 7,1 à 6,6%. Et le taux des prêts à l'accession à la propriété, les PAP, passe de 10,92 à 10,67%.
Pour les entreprises, c'est le coût de l'investissement qui va baisser. Le taux des prêts du Fonds industriel de modernisation baisse de 1,5 point et le taux des prêts bonifiés accordés directement par les banques baisse de 1 point. En conclusion, en annonçant ces mesures, M. Bérégovoy s'est bien gardé de parler de relance, mais il y voit tout de même un coup de pouce à l'activité économique. En baissant le taux des prêts aux particuliers pour leur logement, aux industriels pour leurs investissements, aux collectivités locales pour leurs équipements, eh bien, nous favorisons incontestablement notre économie. Nous créons les conditions d'une action contre le chômage. Voilà l'explication des décisions qui viennent d'être prises. Après l'assouplissement du contrôle des changes, Pierre Bérégovoy prend donc là une deuxième série de dispositions qui impriment un infléchissement certain à la politique léguée par son prédécesseur, Jacques Delors, et ce, dans le sens de la relance. Philippe Sassier. La question d'une baisse des taux se posait depuis longtemps. En effet, rarement dans une histoire récente, l'épargne liquide, c'est-à-dire utilisable à tout moment, a été aussi bien rémunérée qu'actuellement. La baisse des taux doit logiquement accompagner le recul de l'inflation, mais c'est une décision politique peu facile à prendre. Le livret d'épargne, psychologiquement, est tout aussi sensible que le prix de la baguette de pain. En brusquant les choses, Pierre Bérégovoy laisse entendre qu'il mènera une politique différente de celle de son prédécesseur. Si l'objectif numéro 1 demeure toujours le redressement économique, eh bien, les méthodes pour y parvenir vont probablement changer. En l'espace de 2 semaines, Pierre Bérégovoy a pris 2 décisions importantes. D'abord, il a assoupli le contrôle des changes et puis il vient de baisser le taux d'épargne et de certains crédits. 3 raisons expliquent cette dernière décision. D'abord, la baisse d'1 point des taux d'épargne représente 6 à 7 milliards d'économies sur une année. Celle d'1 point du taux des crédits allège de quelques milliards également les charges financières des entreprises. Enfin, le ministre des Finances veut à nouveau privilégier l'épargne à long terme par rapport à l'épargne liquide. Actuellement, il étudie de nombreux dossiers et en ce qui concerne les dépenses de l'État, les tarifs publics, les impôts. On peut s'attendre à de nouvelles initiatives dans les semaines qui viennent. Pierre Bérégovoy, qui n'est pas peu fier d'avoir vaincu le dragon du déficit de la sécurité sociale, a fort envie d'utiliser les mêmes méthodes rue de Rivoli pour s'attaquer à d'autres déficits. Les Corses ont voté hier pour renouveler leur assemblée régionale, mais le résultat du scrutin ne la rend pas beaucoup plus gouvernable que l'assemblée précédente. Pas de majorité absolue, ni pour l'union de l'opposition, qui régresse, ni pour la gauche, qui progresse un peu. Les arbitres seront en fait les extrêmes. D'un côté, le Front National, qui avec près de 10% des suffrages, va négocier son soutien à l'opposition pour gouverner ensemble. De l'autre côté, les indépendantistes du mouvement corse pour l'autodétermination, qui passent la barre des 5% et font ainsi leur entrée à l'Assemblée aux dépens des autonomistes. Serge Misseret. Concert de klaxon hier soir dans les rues d'Ajaccio, les nationalistes proches de l'ex-FLNC exprimaient leur joie puisqu'ils viennent de faire leur entrée à l'Assemblée corse. Une assemblée qui apparaît difficilement gouvernable. La gauche totalise 25 sièges. Pour avoir la majorité, elle devrait s'associer aux autonomistes et aux indépendantistes, difficile à envisager puisqu'elle a fait campagne contre eux. Quant à l'opposition, toutes tendances confondues, elle ne dispose que de 30 sièges alors que la majorité absolue est de 31 sièges. L'extrême droite du Front National devrait tout naturellement s'allier à elle, mais pas à n'importe quel prix, dit M. Arrigui. L'opposition a besoin de nous pour administrer la Corse et pour proposer au gouvernement un avenir à la Corse. Elle a besoin de nous, mais nous ne voterons pas pour n'importe quel président à la tête de l'Assemblée. Je l'ai toujours dit pendant cette campagne électorale, nous voulons un homme jeune et un homme compétent. En clair, le Front National ne votera pas pour le RPR Roccassera pour la présidence de l'Assemblée. Pour l'opposition, en tout cas, l'Union n'a pas payé puisqu'elle n'obtient pas le score escompté. Elle va donc devoir s'allier à l'extrême droite, en un mot, lui faire des concessions. L'ensemble des forces de l'opposition nationale, y compris le Front National, obtient beaucoup plus que l'ensemble des forces de gauche réunies. Donc tout naturellement, ces forces de l'opposition nationale doivent s'accorder pour faire en sorte que l'exécutif régional, le président de l'Assemblée régionale, ne se situe pas dans l'un des 3 partis de gauche. La gauche, qui est allée à la bataille en ordre dispersé, gagne des points, mais elle a très peu de chances d'avoir une majorité et elle dénonce d'ores et déjà l'alliance droite-extrême droite. Tous les démocrates seront attentifs
savoir si on renouvellera l'alliance de Dreux. En ce qui nous concerne, nous ferons alliance avec les forces démocratiques qui veulent jouer le jeu de la décentralisation, des droits des Corses dans le cadre de la République française à affirmer leur singularité, à affirmer leurs caractéristiques propres. C'est donc un drôle de cocktail qui vient de sortir des urnes en Corse. Peut-être une élection pour rien, puisque l'Assemblée risque de se retrouver sans réelle majorité, avec les extrémistes de droite et les nationalistes pour arbitre. En tout cas, les alliances entre les différents groupes devront être négociées avant le 24 août, jour de l'élection du président de l'Assemblée corse. Commentant les résultats d'hier, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, s'est félicité des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'élection, mais il a exprimé sa crainte d'un durcissement politique dans l'île. Arrestation la nuit dernière en Haute-Corse d'un militant de l'ex-FLNC. Il avait été condamné par contumace il y a 15 jours. À 6 mois de prison, il sera rejugé jeudi à Bastia. Après le Sénat et la place publique, le prétoire. Décidément, la polémique sur le projet de référendum n'en finit pas de rebondir puisqu'elle fait maintenant l'objet de procès. Au cœur de ce nouvel épisode, le sondage Ipsos du 1er août dernier, publié par Le Matin, utilisé dans une campagne d'affichage par l'Association pour le référendum et contesté par la Commission des sondages. L'Institut Ipsos a été assigné en référé ce matin par 3 sénateurs de l'opposition. L'ordonnance sera rendue demain matin. L'Institut de sondage contre-attaque en diffamation. Jean-Louis Le Seine. Depuis 11 heures du matin, le palais de justice était transformé en camp retranché. Les gendarmes empêchaient les journalistes de l'audiovisuel de travailler. Une attitude qui peut apparaître comme totalement disproportionnée par rapport à la tenue d'une simple audience de référé. Une simple audience, mais une affaire suffisamment complexe pour nécessiter 2 heures de plaidoirie et suffisamment politique pour justifier la présence de 8 avocats. 3 problèmes ont été soulevés. Et d'abord, la fiabilité du sondage Ipsos Le Matin. D'un côté comme de l'autre, tout a été dit ce matin, donc rien. Ensuite, l'utilisation qui a été faite de ce sondage par l'association en faveur du référendum. Des affiches prêtes du matin au soir, cela peut sembler suspect. D'où vient l'argent? L'audience n'a pas servi à en savoir davantage. Enfin, le rôle joué par la commission de contrôle précipitant sa réponse au sénateur Pasqua. Elle prend en général 1 mois pour livrer ses conclusions, là 3 jours ont suffi. Mais plus politique encore a été la suite, d'abord le plaidoyer de l'unique conseil de l'accusation. Le gouvernement est un petit peu aux abois dans cette affaire, il sent les choses lui échapper et il voudrait dresser l'opinion publique, par tous les moyens d'ailleurs, contre le Sénat qui est une partie importante du Parlement. Je rappelle que dans la pratique de la République, ça n'a jamais porté chance à personne de vouloir combattre le Sénat. Politique aussi, l'avocat qui représentait l'utilisateur du sondage, autrement dit l'association pour le référendum. La plaidoirie de mon confrère de Vedjian a montré effectivement où il voulait en venir. Il voulait en venir à obtenir une tribune, à obtenir une décision judiciaire qui ne parle pas de questions judiciaires, mais qui parle des problèmes de financement de la campagne de l'association et qui, à leur sens, leur permettent de démontrer que tout cela est une manœuvre gouvernementale. L'Institut de sondage Ipsos, quant à lui, s'est contenté de défendre le sondage, pensant sans doute la réponse du berger à la bergère à la plainte qu'il a déposée ce matin même contre messieurs Pasqua, Dailly, Padot et Ponce. Personne n'est au-dessus des lois, ni la commission des sondages qui, quoique composée de magistrats éminents, peut se tromper et peut mal travailler, et c'est à notre avis ce qui s'est passé dans le cas qui nous occupe, ni les hommes politiques qui parfois ont pris l'habitude, à propos des sondages, à propos de leurs résultats, de dire tout et n'importe quoi, et quand ça leur plaît pas, d'indiquer que ces sondages sont de mauvaise qualité. Tous les avocats qui s'opposaient à Maître de Vedjian ont demandé au président de s'estimer incompétent. Il y en a quand même un qui a réclamé en plus le franc symbolique de dommages et intérêts, comme pour le plaisir. Mystérieuse explosion cet après-midi en gare de Lyon-Perrache. Une bombe placée dans une consigne automatique du rez-de-chaussée a explosé. Pas de victimes, l'endroit était heureusement peu fréquenté en fin d'après-midi, mais des dégâts matériels assez importants, comme vous le voyez. Le secteur a été bouclé par les forces de l'ordre et l'enquête policière est ouverte.
Le Pays basque, de part et d'autre des Pyrénées, est toujours en ébullition. La nuit dernière, les locaux d'une entreprise employant des Basques espagnols à Bayonne ont brûlé, sans aucun doute un incendie criminel. À Saint-Jean-de-Luz, l'Union de défense des intérêts touristiques organisait aujourd'hui une manifestation contre le terrorisme et l'antiterrorisme. Bruno Ledreff est sur place. En cette saison, on les trouve plutôt derrière leur comptoir, à l'accueil ou dans leur boutique. Aujourd'hui, les professionnels du tourisme du Pays basque français sont dans la rue avec un slogan « Oui au tourisme, non à la violence ». Pour ces commerçants, hôteliers, restaurateurs, le temps des comptes vient ordinairement plus tard. Mais cette année, les comptes sont vite faits. 30% de touristes en moins sur la côte, à l'intérieur des terres, parfois moins 60%. Pour les manifestants, les raisons de cette baisse, la crise économique bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle ici le problème basque. La manifestation d'aujourd'hui est organisée pour protester contre l'attentat qui a fait sauter vendredi soir le syndicat d'initiative de Saint-Jean-de-Luz, la petite goutte qui fait déborder le vase. Depuis le début de l'année, 7 réfugiés espagnols ont été assassinés dans cette région touristique. Plusieurs bars plastiqués et puis plus récemment les pneus de plusieurs dizaines de voitures crevés. Résultat, les touristes ne sont pas venus aussi nombreux que prévu. Notre association est une défense des industries qui sont touchées et là nous nous adresserons au pouvoir public. Et enfin, nous voulons qu'au Pays basque, on sache et on continue ce que nous étions pendant de très nombreuses années, un endroit où on respecte les gens, on respecte le voisin, même si on a des différences d'opinion, et où il fait quand même bon venir vivre, travailler, mais aussi prendre ses vacances. Et puis cette nuit, à Bayonne, un incendie criminel a gravement endommagé les locaux d'une entreprise appartenant à des réfugiés espagnols, présentés comme proches de l'ETA militaire, une réplique aux attentats contre les intérêts français en Espagne. On le comprend, il reste beaucoup de travail à ceux qui ont manifesté ce soir ici au Pays basque français et qui désirent s'opposer à ce nouvel engrenage de la violence. Très tôt ce matin, en Pays basque espagnol, à Lasarte, un séparatiste basque a été tué lors d'une fusillade avec la garde civile, alors qu'il venait avec une complice de placer 2 engins explosifs devant une succursale Citroën. Il s'agit d'un dirigeant des commandos autonomes anticapitalistes, Pablo Ogoud, surnommé Angston le Grand. Il était soupçonné d'avoir participé à l'assassinat en février dernier du sénateur socialiste espagnol Enrique Casas. Il portait sur lui une carte de séjour française. Un mort, une vingtaine de blessés, c'est le triste bilan de la manifestation qui a eu lieu hier à Belfast, en Irlande du Nord. 15 ans après l'arrivée des troupes britanniques dans la province, 13 ans après l'introduction d'une loi sur la détention provisoire, abolie depuis, les catholiques irlandais et les forces de l'ordre ont marqué ainsi de sanglantes manières de douloureux anniversaires. Patricia Coste. La manifestation d'hier devait être pacifique. Les sympathisants de l'IRA étaient venus en famille et s'étaient assis devant le siège de leur parti politique quand les véhicules blindés de la police ont chargé. Les policiers en fait voulaient arrêter l'orateur, un Américain, animateur aux États-Unis d'une organisation de soutien aux catholiques irlandais. Cet homme, habituel invité de ces manifestations, a été interdit de séjour cette année par le gouvernement de Londres. Il est quand même venu, narguant les autorités. Les policiers ont, pour le rattraper, dispersé la foule comme on l'a vu et défoncé la porte du bâtiment où l'Américain avait disparu, en vain. Ils ne le retrouveront pas. Chez les manifestants, c'est la panique totale. On relèvera une vingtaine de blessés. Et un mort, frappé à côté du cœur par une balle en plastique. Il avait 22 ans, il était venu là avec sa femme et un bébé de 22 mois. La conduite des policiers a été d'une violence jamais vue depuis le dimanche sanglant d'il y a 12 ans, si l'on en croit des journalistes britanniques sur place. C'est depuis la grève de la faim de 1981, où 10 catholiques irlandais sont morts, que l'on désespère de voir l'Irlande s'avancer vers une solution. Les extrémistes des deux bords sont rejoints par des sympathisants de plus en plus nombreux, tandis que Londres donne l'impression de vouloir laisser les Irlandais se débrouiller entre eux. Le gouvernement d'Irlande du Sud, qui tente depuis des mois de trouver le chemin de la conciliation, parle à propos des événements d'hier de désastre. Pour l'instant, il ne reste que la violence.
La branche politique de l'IRA, le Sinn Féin, organise ce soir dans Belfast une marche de deuil à la mémoire du jeune homme tué hier. En Grande-Bretagne encore, la grève des mineurs qui entre dans son 6e mois a donné lieu ce matin à de nouvelles échauffourées entre policiers et mineurs grévistes. 24 personnes ont été interpellées. Hier, 5 autobus des charbonnages britanniques avaient été incendiés par des grévistes. Quel est le pays ou le mouvement responsable du minage de la mer Rouge et du canal de Suez? Le président égyptien Moubarak a déclaré aujourd'hui qu'il soupçonnait la Libye d'être à l'origine des explosions qui, depuis le début du mois de juillet, ont endommagé une quinzaine de bateaux en mer Rouge. Mais il a précisé qu'aucune preuve matérielle n'avait pu être établie jusqu'ici. Au même moment, à Beyrouth, le djihad islamique revendique auprès de l'agence France-Presse la responsabilité du minage en précisant qu'un commando d'hommes grenouilles opérant en territoire égyptien avait placé 192 mines dans le secteur et que l'Iran et la Libye n'ont rien à voir dans l'opération. C'est la deuxième fois que ce mouvement, qui a signé entre autres les attentats contre les forces américaines et françaises à Beyrouth l'an dernier, revendique ainsi l'opération. Gérard Sebag. Première interrogation sur djihad islamique, quels sont ses liens avec l'Iran de l'ayatollah Khomeini? Des liens directs ou de simples accords avec les durs du régime. Ce qui est certain, c'est que djihad islamique puise son idéologie dans la révolution iranienne, islam conquérant et goût du martyr. Cette organisation mystérieuse est née il y a 2 ans dans la région de Baalbek au Liban. En 2 ans, elle a à son actif quelques-uns des attentats les plus meurtriers du Proche-Orient, notamment cet attentat sanglant de Beyrouth. C'était le 23 octobre 83, 2 camions suicides bourrés d'explosifs faisaient sauter des bâtiments français et américains de la force multinationale. Bilan, 299 morts, 241 chez les Marines américains, 58 chez les soldats français. Djihad Islami est une organisation bien structurée avec des réseaux cloisonnés et des complicités dans plusieurs pays. Ses membres fanatisés, en général très jeunes, sont recrutés parmi les extrémistes musulmans au Proche-Orient, plus particulièrement au Liban, mais aussi, semble-t-il, dans certaines communautés musulmanes d'Asie. Autre opération revendiquée par Djihad Islami, le détournement du Francfort-Paris d'Air France sur Téhéran, détournement qui s'était terminé par la libération des passagers et la destruction d'une partie de l'appareil. L'Égypte, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont formé un comité de coordination pour procéder au déminage du golfe de Suez. La France a annoncé officiellement aujourd'hui que 2 chasseurs de mines et un bâtiment de soutien logistique ont quitté Brest pour se rendre en mer Rouge. 7 ans et demi de prison pour l'un, la liberté pour l'autre. Un tribunal romain a jugé aujourd'hui en flagrant délit les 2 jeunes Iraniens accusés d'avoir détourné l'Airbus d'Iranair la semaine dernière. Leurs avocats feront sans doute appel. L'Iran a demandé l'extradition des 2 pirates de l'air. Un mot du dollar qui est à nouveau à la hausse. La devise américaine a coté aujourd'hui à Paris 8 francs 95. Il ne faut jamais plaisanter quand on a devant soi un micro. C'est la leçon que doivent méditer le président Reagan et son entourage. À une semaine de la convention qui intronisera officiellement le candidat républicain en pleine campagne électorale, le président Reagan s'est en effet livré, hors antenne mais micro ouvert, à une plaisanterie douteuse qui avive mal à propos la réputation guerrière qu'entretiennent ses adversaires politiques. De Washington, Édouard Laure. Aucune confirmation ni démenti depuis Santa Barbara, où Ronald Reagan a enregistré avant-hier, comme il le fait chaque semaine, son allocution radio et où il aurait, au moment des essais de voix, dit textuellement « Chers Américains, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que je viens de signer une loi pour éliminer définitivement la Russie. Le bombardement va commencer dans 5 minutes. » Une petite phrase qui a été dévoilée par des témoins ayant assisté à l'enregistrement est donc très probablement authentique. Et l'embarras de l'entourage du président est là, en tout cas, pour la confirmer. Les démocrates, cette bonne guerre, ont sauté sur l'occasion. Commentaire ce matin de Walter Mondale, une guerre nucléaire n'est pas de la rigolade, et ça montre bien l'incompétence du président sur cette question. Une gaffe de Ronald Reagan? Pas vraiment. Tous les commentaires ici ont pris cette petite phrase comme un joke, une plaisanterie, mais en relevant tout de même que ça aurait été une plaisanterie de mauvais goût, compte tenu du sujet, et lorsque l'on connaît l'état des relations américano-soviétiques.
Une aubaine électorale, en tout cas pour le président américain. L'élan patriotique bien justifié est soulevé aux États-Unis par la moisson olympique des athlètes américains. Si le monde juge les Américains parce qu'ils ont vu de vous, ils doivent se dire c'est vraiment un pays de champions. C'est en ces termes que le président Reagan a félicité aujourd'hui les athlètes américains pour leurs 174 médailles, dont 83 médailles d'or. Et le président américain d'ajouter, les absents sont les seuls perdants. Rien n'a terni le triomphe des Jeux Olympiques. Le président Reagan faisait ainsi allusion au boycottage des Jeux de Los Angeles par l'Union soviétique et la plupart des pays de l'Est, des absences qui, au moment du bilan de ces Jeux Olympiques, ne ternissent pas, bien sûr, les exploits de ces 15 derniers jours, même s'ils en limitent la portée. Patrick Boittet. « 20 médailles d'or pour la Roumanie, les sportifs de l'Est peuvent sourire. Leur seul représentant à Los Angeles, un pays de 22 millions d'habitants, termine à la seconde place dans le bilan final. De là à conclure que les absents du boycott auraient trusté les premières places, il n'y a qu'un pas, mais il convient de le franchir avec prudence. En natation, par exemple, les soviétiques et leur nageur vedette Salnikov auraient sans doute empêché les États-Unis d'écraser la compétition masculine. Mais les Américains étaient vraiment très forts, leurs 5 records du monde en sont la meilleure des démonstrations. Chez les dames, au vu des résultats, les Ondines de l'Est avaient une belle carte à jouer. En lutte libre, les 7 médailles d'or américaines sur les 10 titres décernés témoignent bien de l'intérêt croissant des États-Unis pour ce sport de tradition. Mais l'absence des spécialistes bulgares et soviétiques a dévalué cette épreuve de 70%. En gymnastique, rien à redire. Jamais auparavant, les compétitions n'avaient atteint un tel sommet. Américains, Chinois et Japonais chez les hommes, Américaines et Roumaines chez les dames ont souvent décroché la note maximale. Une raison de plus de regretter leur duel avec les camarades de Yuri Korolev, le champion du monde en titre. Enfin, en athlétisme, personne a priori n'aurait pu changer les résultats des courses. Les sprinteurs américains sont aujourd'hui les plus forts du monde et leur empereur, Carl Lewis, même avec la présence de Dombrowski à la longueur, aurait sans doute gagné son pari. En revanche, Valérie Briscoe-Hooks peut remercier Dieu pour sa triple couronne car Kratochvílová lui aurait mené la vie dure. Au saut en hauteur, Bykova et Andonova, les 2 meilleures mondiales, étaient absentes, comme les relayeuses de l'Allemagne de l'Est, les soviétiques dans les lancers et Bubka à la perche. Quoi qu'il en soit, les absents ont toujours tort et les Américains ont beau jeu de pavoiser aujourd'hui pour leurs 83 médailles d'or, de nouveau record absolu dans une Olympiade. Pour Mishka, le petit ours, l'emblème du sport soviétique, voici désormais venu le temps des larmes. N'oublions pas, bien sûr, les 27 médailles françaises, 5 médailles d'or, 7 médailles d'argent, 15 médailles de bronze. Mais sans chauvinisme, saluons ce soir de l'athlète qui aura marqué les Jeux 84 à la mesure de son ambition. Carl Lewis, le noir américain qui, 48 ans après Jesse Owens, égale sur les mêmes épreuves un record historique. 4 médailles d'or pour Carl Lewis, 4 défis lancés, 4 victoires à l'arrivée. L'espoir enfin réalisé, le rêve accompli, 100 et 200 mètres, saut en longueur, relais 4x100. Il n'a pas manqué le rendez-vous de l'histoire, désormais la légende retiendra son nom, ses exploits. Jesse Owens, c'est la référence depuis près d'un demi-siècle. Le symbole du grand chelem réussi, le dieu des stades, un noir américain descendu dans l'arène des Jeux de Berlin, à l'époque que vous savez. 1,88 m pour 80 kg, Carl Lewis ne prend pas toujours un excellent départ. C'est par sa puissance exprimée lors d'accélération en fin de course qu'il fait la différence. 1,78 m pour 71 kg, Jesse Owens partait toujours très rapidement, ce qui lui permettait d'atteindre sa vitesse maximale dès la mi-course. Carl Lewis a besoin d'une course d'élan de 45 mètres, Jesse Owens 35 mètres. Carl exécute un double ciseau à faible hauteur, préservant ainsi sa grande vitesse jusqu'à la fin du saut. Jesse se propulse par un simple saut en extension et sa vitesse acquise. À force de vouloir les comparer, on oublie que leurs performances ont été établies à 48 ans d'intervalle. Les pistes sur lesquelles ils évoluaient, et évoluent encore, ont bien changé. Pour Owens, ce n'était que de la cendrée ou de l'herbe.
Lewis, toujours du synthétique. Pour l'heure, Carl Lewis, devenu star, a encore de bons moments à nous offrir, ne serait-ce que pour l'œil. Après ses 4 médailles d'or, il se doit de partir à la recherche de l'absolu, faire tomber un à un les records du monde tant convoités, excepté celui du relais qu'il possède maintenant. Mais qu'importe si Lewis domine Owens ou l'inverse, car pour les États-Unis, c'est toujours le même hymne et le même drapeau sur le podium. Sous le vent et le soleil, Laurent Boussier va maintenant nous parler du temps de demain. Oui, avec aujourd'hui une météo extrêmement facile, c'est l'immobilisme. Rien ne bouge, ni les nuages, ni la brume, ni les températures. Regardons la photo qui a été prise il y a quelques heures à peine par le satellite Météosat. Les nuages qui étaient aujourd'hui sur le nord-est du pays y restent. Pas de dépression, pas d'anticyclone. Le marais barométrique dans lequel est notre pays immobilise tout. Et la carte du temps prévue pour demain est la même que celle d'hier. Avec près des frontières belges, luxembourgeoises et allemandes un temps très gris, très brumeux, avec même quelques petites bruines. Sur la majeure partie du pays, et quand les brumes matinales se seront dissipées, ce sera du beau temps, du très beau temps, surtout sur la Méditerranée. Entre les deux, une zone où le temps sera plutôt variable avec des nuages et des éclaircies. Les pressions sont stationnaires, les températures sont en très légère hausse, il n'y a plus de température inférieure à 20 degrés. 20 degrés, c'est le minimum à Cherbourg. Par contre, auprès de la Méditerranée, ça va un peu mieux. 28 degrés à Nîmes, 28 degrés à Perpignan, 28 degrés à Marseille. Notre agenda pour terminer demain, c'est le mardi 14 août. Lever du soleil 6h41, coucher à 21h07. Et c'est la Saint-Évrard. À 23h40, c'est Roger Isabelle qui vous présentera notre dernière édition. Demain à 12h45, vous avez rendez-vous avec Noël Mamère pour Antenne de Midi. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée.